pense pas qu'il y a un âge pour s'entraîner. Puis c'est pas juste de s'entraîner pour, avoir des muscles forts, mais c'est aussi pour que le cerveau comprenne comment le corps bouge. Constance Miller-Piché, t'es thérapeute du sport au cégep d'Édouard-Montpetit. L'erreur numéro 1 que tu vois chez un joueur, un athlète, qui fait au moment de vouloir se réhabiliter. La perception de la douleur est vraiment différente chez tout le monde. Des fois, le corps va bien aller, mais ne va pas nécessairement être prêt à performer. Le football, c'est un sport de contact. Si on regarde vraiment ce sport-là, ce que je peux comprendre, c'est un sport de locomotion, c'est un sport de déplacement. Souvent, le sans contact va être pire qu'un contact. Quand tu t'apprêtes à recevoir un contact, tu vas protéger ton corps, tu vas contracter tes muscles, tu vas toujours protéger ce contact-là. Depuis 2022, tu t'impliques dans les programmes d'excellence d'équipe Football Québec U18. En 2024, tu as aussi été thérapeute pour l'équipe Canada U20 lors des championnats mondiaux. Dans la même année, tu as accompagné l'équipe de flag football au championnat du monde en Finlande. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et cette semaine, je reçois une thérapeute du sport, Constance. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est très apprécié. J'ai vraiment hâte. Première fille sur le podcast aussi. Oui. Juste avant de commencer l'épisode, justement, on parlait un peu de ça, de comme, il n'y a pas beaucoup de filles dans notre monde, mais tu me disais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous êtes fiers d'être là. Oui, absolument. J'aimerais que tu développes un peu là-dessus. Vous avez tous des rôles importants dans notre sport. Puis souvent, vous êtes soit préparateuse mentale ou thérapeute sportif, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au football. Il y en a un peu. Ouais. Mais là, avec les sports comme le flag et tout ça, ça commence à se populariser. Oui. Mais je veux t'entendre là-dessus. En plus, tu vis un peu de ça, en plus d'être à Édouard-Montpetit. Oui. Ben c'est sûr que on n'a pas nécessairement la même place que les hommes dans ce sport-là, mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas le sport, ça veut pas dire qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour faire partie de ce monde-là. Fait que c'est toujours le fun là, de voir qu'il y a de plus en plus de femmes dans les organisations, soit le côté médical ou même dans le coaching staff, là, il y en a de plus en plus, même dans l'organisation, juste management d'équipe. Dans la NFL, tout ça, là, c'est vraiment le fun à voir là, la croissance des femmes dans ce sport-là. Fait que c'est toujours un honneur de représenter ça aussi. Là. Surtout que quand tu as la chance, on va en parler, mais en plus, tu portes le gilet de Équipe Canada. Ouais. Mais quand tu as la chance de pouvoir justement avoir un impact sur les équipes qui représentent notre pays ou nos provinces. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps le fun. Puis le coaching aussi, on commence à en voir de plus en plus des filles qui sont coachs. Dans la NFL, là, je pense qu'il y en a une ou deux en ce moment. Là. C'est des coachs genre de position, mais quand même, là, tu coaches dans la NFL, là, c'est pas rien. Là. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Comme à l'habitude, Constance, j'ai tout une introduction pour mes invités. Je t'ai préparé un petit quelque chose. Voici ton intro. Parfait. Constance Miller-Piché, t'es thérapeute du sport au cégep d'Édouard-Montpetit. T'as un background de sport assez impressionnant. T'as pratiqué et t'as coaché le flag football pendant 10 ans. Tu pratiques aussi l'équitation de très haut niveau. Tu as joué au volleyball, tu fais du kickboxing et aussi du CrossFit. Depuis 2019, tu es thérapeute du sport certifié et tu travailles aussi avec toutes les équipes sportives d'Édouard-Montpetit. Oui. Depuis 2022, tu t'impliques dans les programmes d'excellence d'équipe Football Québec U18. En 2024, tu as aussi été thérapeute pour l'équipe Canada U20 lors des championnats mondiaux. Dans la même année, tu as accompagné l'équipe de flag football au championnat du monde en Finlande. Aujourd'hui, tu es thérapeute du sport au cégep d'Édouard-Montpetit et à ta clinique Momentum à Brossard. Constance, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de te recevoir. Surtout que tu t'es déplacé, je le dis pas assez, là, mais comme c'est vraiment cool que les gens se déplacent. Honnêtement, en startant le podcast, je pensais pas que... je suis à Sherbrooke, puis c'est... on a du beau stock à Sherbrooke, là, mais comme les grosses villes, c'est Montréal, Québec, puis qu'aujourd'hui, que les gens reconnaissent le travail, mettons, puis qu'ils viennent, c'est vraiment cool. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Avant de commencer l'entrevue, moi, j'aimerais qu'on démystifie déjà tout ça, là, thérapeute, physio, nanana. Ouais. C'est quoi exactement, toi, tu fais? C'est quoi ta job? C'est quoi être un thérapeute sportif? Explique-moi ça. OK. En gros, un thérapeute sportif,
on est comme un mélange de, selon nos études, de kinésiologue et physio. Puis on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est musculo-squelettique. Fait que autant évaluation de blessures, réhabilitation de blessures, prévention de blessures, tout ce côté-là, c'est comme notre spécialité. Puis ensuite, on est vraiment sur le terrain. Fait qu'on va travailler avec les athlètes en pré-pratique, que ce soit pour des tapings. On va être sur le sideline pendant les pratiques s'il y a une blessure qui arrive. On va être avec eux après les blessures aussi, là, toute leur réhabilitation, leur exercice, tout ça. Puis on va les aider dans la récupération aussi, là, après les entraînements, après les games. Puis finalement, ben, on est spécialisé pour tout ce qui est urgence sur le terrain, avec des grosses blessures, là, pas juste des blessures de football, là, mais si on a des fractures, si on a des cas de colonne, puis peu importe, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, si on a une crise cardiaque ou quoi que ce soit, il faut toujours qu'on soit prêt à agir pour ça, puis appeler l'ambulance. Fait que c'est sur le terrain, c'est comme on est un peu toujours stressé. Fait que quand on a une journée où on fait rien, on est bien content. Certain. Question comme ça, est-ce que, mettons le ratio physiothérapeute sportif dans les équipes, mettons, tu sais, je suis plus juste en général. Tu sais, je parle, peu importe le sport, le football, le hockey, whatever. Là. C'est quoi le ratio? Est-ce que... Ben là, ça dépend vraiment. Là, la thérapie du sport, c'est relativement nouveau, un peu moins connu de toute la population. Puis ça dépend aussi, là, les régions. Tu sais, c'est sûr qu'il y a maintenant 2 programmes de thérapie du sport au Québec. Puis c'est un à Concordia ou à l'UQTR. Sinon, on n'en a pas d'autres. Fait que la plupart des thérapeutes du sport vont être dans ces régions-là. Après ça, tu sais, si tu es en région éloignée, ben, ça va être des physios principalement. Mais c'est sûr que, tu sais, nous, les thérapeutes du sport, on essaye de faire connaître notre travail le plus possible. Tu sais, on est plus spécialisé dans certaines choses. Fait que c'est sûr qu'on essaye de promouvoir là, notre travail et d'aller travailler avec les équipes sportives, veux pas, là, parce que c'est ça qu'on fait. Toi, t'as fait lequel? T'as fait UQTR, Concordia? Moi, j'ai fait le bac de 4 ans à Concordia. Concordia, ouais. Très nice. Spécialisé? Tu disais spécialisé. Spécialisé en quoi? Toi, tu t'es spécialisé en quoi? Mais en fait, c'est plus la manière qu'on est... la manière qu'on travaille avec les athlètes. C'est ça qui est plus spécialisé. Les physios, veulent pas, ils vont voir la population, monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on peut pas agir de la même façon avec un athlète qu'avec cette population-là. Les athlètes ont énormément d'attentes. Les athlètes veulent retourner au jeu. Les athlètes veulent performer. Est-ce que des fois, les coachs... Oui, les coachs ont beaucoup d'attentes aussi envers les athlètes, envers nous, les thérapeutes. Fait que c'est sûr que c'est une différente manière de communiquer, une différente manière d'approcher les problèmes et de trouver des solutions. Fait que c'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Ben en fait, est-ce que les coachs sont assez respectueux là-dessus sur le fait de comme, genre, on va te laisser prendre soin de nos athlètes, mais qu'on te fait confiance qu'ils reviennent rapidement, ou les coachs, habituellement, ils ont plus tendance à te pousser, puis c'est comme c'est long, genre, faut qu'ils reviennent, faut qu'ils jouent. Parce... C'est un peu des deux. C'est toujours dans le respect, mais c'est sûr qu'il va y avoir des situations où les coachs se demandent pourquoi c'est aussi long, qu'est-ce qui se passe, comment ça, cette situation-là prend autant de temps. Puis, tu sais, je pense pas... Moi, j'ai déjà coaché, fait que je comprends tout à fait c'est quoi leur job. Je comprends tout à fait ce qu'ils ont besoin dans leur équipe, tu sais, si c'est un joueur important ou quoi que ce soit. Par contre, ben, tu sais, il y a des blessures qu'on peut pas pousser plus vite que, tu sais, la réhabilitation nécessaire. Fait que c'est sûr que je le prends pas personnel. Mais, oui, tu sais, il y a toujours des petites frictions des fois... autant avec les joueurs aussi. Là. Les joueurs, il y en a qui sont vraiment pas contents quand on leur dit « non, t'es out pour 2 jours ». Là. Fait que, mais ça arrive, puis je pense que ça fait partie de la job aussi, là, d'être prêt à tenir
ton point, là, quand l'athlète a besoin de repos, l'athlète a besoin de se réhabiliter, ben, tu peux pas juste dire « Ah, c'est bon, tu va jouer. » Il y a surtout que dans notre monde d'hommes, là, de grands égaux, là, on peut dire ça de même. Virilité. Exact. Tu sais, il y a aussi l'aspect de comme, tu sais, les gars, on va jouer sur notre mal, ou genre, on va pas dire qu'on a mal, ou genre... Puis je te dirais que c'est la même chose chez les filles. Des athlètes de haut niveau, c'est très orgueilleux. Puis moi, la première, là, je pense que moi, je suis du genre à me pousser. Puis pour aller consulter un thérapeute, un ostéo, quoi que ce soit, ben il faut que j'aie mal pendant 4 jours, puis que je sois plus capable de dormir. Puis que, tu sais, sinon, je pense que j'essaye toujours de pousser au-delà de ce qu'il faut. Mais je pense que c'est une qualité dans notre travail d'avoir été un athlète parce qu'on connecte beaucoup plus avec nos athlètes comme ça. Puis, ouais. Non, effectivement. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi... qui sont spécialisés comme toi, qui n'ont jamais fait de sport. Là. Ça va arriver, mais moi, je pense vraiment que c'est un plus là, quand tu connais la gimmick. C'est ça. Tu peux vraiment connaître la game puis l'avoir vécu. Pourquoi toi, c'est quoi les raisons, mettons, personnelles, pourquoi tu as voulu devenir thérapeute sportif? Ben moi, dans le fond, j'ai toujours fait du sport. J'ai grandi avec 2 grands frères qui jouaient au football. Fait qu'à 4 ans, je passais mes week-ends à regarder du foot. Puis j'ai toujours, après ça, c'est aussi mes frères qui m'ont initié au flag football. Puis j'ai toujours fait du sport. Ça a été comme un échappatoire à beaucoup de choses. Puis je pouvais pas m'imaginer faire une job de bureau de 9 à 5. Je suis quelqu'un d'hyperactif qui a besoin de bouger. Fait que je voulais quelque chose qui se ramenait au sport. J'ai déjà pensé aussi la psychologie sportive. Puis finalement, je pense que je suis arrivée dans la thérapie du sport parce que moi-même, je me suis blessée. Puis je suis comme tombée en amour avec ce métier-là. Puis c'est vraiment une passion maintenant. Fait que même si c'est un travail qui est exigeant, ben je suis passionnée à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je vais travailler. Tu sais, ça reste très demandant, là, puis c'est des horaires atypiques, mais on fait avec. Non, exact. Est-ce que dans ton monde, c'est... par expérience personnelle, moi, mettons mes physios, mes kin, souvent c'était des travailleurs autonomes ou whatever. Est-ce que toi, c'est aussi ça dans ton cas? Je sais que tu travailles avec le cégep, là, mais mettons à la clinique. Donc, moi, au cégep, je suis employée. Ouais. À la clinique, je suis travailleur autonome. OK, ouais. Tu sais, maintenant, il y a aussi plusieurs cliniques de physio, quoi que ce soit. Je pense qu'en thérapie du sport, on est souvent des travailleurs autonomes parce qu'on a une population très spécialisée qui ne va pas nécessairement tout le temps avec les cliniques de physio. Nous, on est la clinique est multidisciplinaire. Là. On travaille avec des massos, des ostéos, des kin. En ce moment, je suis la seule thérapeute du sport, mais je pense que c'est aussi une bonne chose là, d'être travailleur autonome, justement, là, pour aller chercher mes patients, ma propre clientèle. Ouais. Non, 100%. En plus que tu es impliqué dans plusieurs équipes sportives, puis, justement, tu as fait Équipe Québec depuis 2022. Ça doit bien sûr t'amener justement un type de clientèle. Oui. Mais parlons-en. Parfait. Comment tu as eu la chance de rejoindre les programmes d'excellence? Ben, je pense que ça a commencé avant 2022 parce que, je jouais au flag. J'ai joué au flag toute ma vie. À part ma blessure, je jouerais encore au flag en ce moment. Mais j'ai été impliquée dans les sélections de flag football de Team Québec. Puis je faisais souvent les camps de sélection, tout ça ici puis là, parce que, j'avais des connexions dans le monde du flag. Puis finalement, c'est ma collègue au cégep, Édouard Montpetit, qui faisait le football avant. Puis elle, quand elle a décidé d'arrêter de faire ce projet-là, en fait, elle m'a demandé à moi si ça m'intéressait. Puis c'était un beau défi. J'étais quand même... ça faisait 3 ans que j'étais sortie de l'école. Je trouvais que c'était un beau défi puis que c'était comme une bonne opportunité. Fait que j'ai comme pris la relève sur ce projet-là, là, qui est le Team Québec. Ouais. Ah, c'est quand même cool. Ouais. Comme quoi,
c'est encore une histoire de contact. Oui. C'est qui tu connais. Puis, c'est souvent cool, ça, ouais. Exact. Si c'est une chose que j'ai appris, c'est ça. Parler au monde, faire des contacts, c'est hyper important. Absolument. Aller chercher toutes les opportunités possibles. Non, 100%, exact. Ton rôle dans Team Québec, mettons, on parle de celle de cette année, là, parce que c'est celle qui vient de finir. C'était quoi exactement ton rôle? T'étais-tu, mettons, comme la chef des physios, genre, ou de l'équipe? Ou... Ben, comment ça marche, là? C'est pas pareil, Team Québec ou, tu sais, dans un cégep ou à Team Canada. Là, à Team Québec, on a un thérapeute par équipe. OK. Fait que il y a mon collègue Éric qui fait le U16. Moi, je suis au U18. Pour les camps d'entraînement, on a aussi une thérapeute qui vient nous aider, qui va aider les deux équipes selon les besoins, selon la demande, quoi que ce soit. On a Michelle Garand, qui est la docteure à Team Québec, qui va, elle aussi, superviser les deux équipes selon nos besoins, selon si on a besoin de quoi que ce soit. Elle est là pour nous aider. Puis sinon, ben, ceux qui nous aident le plus souvent, c'est les gérants d'équipement. Fait que, ouais. Fait que c'est comme veut pas, là, nous, on doit être sûr que bon, l'équipement est adéquat, que c'est sécuritaire. Puis là, veut pas, côté hydratation, tout ce qui est snack, tout ça. Là, fait qu'on travaille beaucoup là, avec les gérants d'équipement, justement là, pour le bien-être de l'équipe. Quel genre de trucs vous avez regardé avec l'équipement, mettons? Ben là, puis là, c'est sûr que, tu sais, Team Québec, c'est pendant l'été. C'est des temps qui sont chauds, humides. Tu sais, cette année, on a joué à des températures où c'était ressenti là, 42 degrés. Oh my God! Fait que l'hydratation devient super importante. De l'eau, du Gatorade. Puis là, c'est pendant les matchs, pendant les pratiques, pendant la récupération. Tu sais, nous, on essaye de toujours avoir du Gatorade de près. Après ça, les pratiques où on a des breaks ou les mi-temps durant les parties, ben ça prend des snacks, ça prend des glucides là, pour ramener cette énergie-là. Fait que, tu sais, il faut aller faire des épiceries à chaque 2 jours pour acheter des bananes, des oranges, des compotes, tout ce genre de trucs-là. Puis finalement, ben juste, tu sais, le côté sécuritaire de l'équipement d'un athlète. Si tes épaulettes sont trop petites, ben t'as 4 fois plus de chances de te faire une entorse à la clavicule. Si ton casque il bouge, ben t'as plus de chances d'avoir un accident avec ta tête. Fait que c'est tout ce côté-là. Nous, les thérapeutes, on a des connaissances sur l'équipement, mais avoir un gérant d'équipement qui peut dire exactement qu'est-ce qui marche pas dans cet équipement-là, ben ça nous aide énormément à diminuer le risque de blessure. Ça, c'est sûr. Ah, OK. Je pensais pas que ça allait autant loin que ça. Ouais. C'est vraiment intéressant que on voit... C'est là qu'on peut voir que l'équipe d'excellence du Québec, c'est vraiment l'équipe qui représente le Québec. Parce que vous êtes super bien entourés. Là. Genre, c'est vraiment cool. Là. Je savais même pas qu'il y avait un médecin qui était là pour les jeunes, puis tout ça. Oui. Aïe, aïe. Puis je pense que c'est tellement intense comme expérience que ça veut pas, là, ça prend justement là, cette équipe-là. Puis c'est un programme d'excellence. Fait que c'est sûr que nous, on essaye de donner le meilleur possible avec les ressources qu'on a, veut pas, là, mais je pense que c'est nécessaire aussi là, dans des tournois comme ça, là, d'être organisé, d'être prêt, puis d'avoir tout ça. Ouais. Team Canada. Oui. Team Canada est arrivé en 2024. Oui. Explique-moi cette expérience-là. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui peut vivre cette expérience-là. Team Canada, ben il y a juste une équipe. Oui. Donc, qui va représenter notre pays. Donc, c'est des gars de toutes les provinces, mais aussi le staff de plusieurs provinces. Oui. Comment tu peux être sélectionné pour faire partie de Team Canada? En tant que thérapeute? Ouais. Bon, ben c'est sûr que de faire Team Québec, ça nous amène un peu plus proche de Team Canada parce que, bon, entre thérapeutes, on se connaît, on fait des liens, tout ça. À chaque Canada Cup, il y a des membres de Team Canada qui font l'organisation du tournoi. Fait que c'est sûr que, juste par ça,
on connaît un peu plus le monde avec qui on travaille. Mais pour cette édition-là, il y a eu pas un appel d'offres, mais une offre d'emploi, justement là pour être thérapeute. Et j'ai appliqué. Et je crois que le fait de parler français m'a vraiment aidé là, à avoir ce travail-là. Aïe, aïe. Veux pas, là, en 2024, sur l'équipe de 40 joueurs, si je me rappelle bien, il y avait 24 joueurs québécois. Oh, nice! Ouais. Fait que beaucoup de monde qui parle français. Mm-hmm. La thérapeute en chef, elle venait de Manitoba. Elle parlait un petit peu français, mais on s'entend que dans le monde du sport, des fois dans le monde juste de la santé, c'est des termes très techniques. Mm-hmm. Fait qu'elle avait absolument besoin de quelqu'un qui parlait français là, pour ça. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai eu cette job-là. Très beau. T'as trouvé comment ton expérience là-bas, en général? Ben, c'est très intense. Puis, tu sais, c'est encore plus à la recherche de l'excellence. Puis, tu sais, ça fait 4 fois, je pense, que le Canada gagne ce tournoi-là. Fait que là, tu sais, on veut toujours être les meilleurs. C'est très intense. C'est beaucoup, tu sais, c'est des horaires chargés. On va travailler jusqu'à tard le soir, commencer tôt le matin. Mais à la fin, vu que c'était une expérience positive qu'on a gagnée, tu sais, on se rappelle pas souvent des mauvais moments, mais on se rappelle de tous les bons souvenirs qu'on a vécus. Fait que c'était une expérience très positive. Puis bon, c'est pas tout le monde qui peut s'appeler des champions du monde, là. Effectivement, effectivement. Moi, je prends aucun crédit là-dessus, mais non, c'est le fun, là. Ouais. T'as quand même la bague, j'ai vu dans mon bureau. Ouais, exact. Vraiment, vraiment sick, sérieusement. Ouais. Est-ce que t'avais... Tu sais, c'est quand même l'année dernière. Tu me dis que tu te rappelles de plusieurs moments positifs. T'as-tu, mettons, un moment en particulier que tu te rappelles ou que tu pourrais nous partager de ce fameux tournoi-là? Je te dirais qu'on a eu des bonnes blessures. Ah, ouais, OK. Puis qui assez, ben pas inquiétantes, là, mais bon, sans nommer personne ou quoi que ce soit, on a eu 2 entorses au genou. Des entorses au genou, veux pas, ben ça te prend du temps à réhabiliter ça. C'est minimum 1 mois. Si c'est un grade 1, puis là, des fois, c'est déchiré complètement, puis il faut que tu te fasses opérer. Puis là, on a comme réussi à ramener ces gars-là en 3 jours. Là. Oh my God! Ouais, fait que... Puis ces gars-là ont pu jouer, puis représenter le Canada. Ils ont été comme... ils ont été une clé dans le succès de l'équipe. Fait que ça, c'est toujours très gratifiant là, quand on est capable de faire ces petits miracles-là, puis de ramener des blessés aussi rapidement. Je te dis que c'est pas nécessairement la meilleure approche tout le temps, mais c'est des athlètes qui sont tellement investis puis qui veulent représenter le Canada puis sur la scène mondiale. Fait que c'est sûr que nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider, même si c'est les traiter 3 fois par jour, qu'ils fassent leur exercice 3 fois par jour, que ce soit des bains de glace, peu importe. Là, on fait tout notre possible pour les aider le plus possible avec ça. Fait que quand ça marche, on est vraiment content. C'est sûr. Puis tu sais, en même temps, c'est qu'ils avaient... Mettons d'un tournoi comme ça, c'est comme une retreat. Genre, tout le monde est là pour ça. Comme. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun du fait que si tu veux le traiter 3 fois par jour, ben tu peux. Comme, oui. Parce que vous êtes là pour ça. Genre. Oui. Fait que pour ça, c'est quand même le fun. Mais c'est vrai qu'une chose de ton travail qui doit être vraiment cool, c'est justement de voir les résultats arriver. Comme. C'est la meilleure chose, là. Puis je pense que c'est ma partie préférée de travailler avec le terrain. J'adore travailler en clinique, mais je ne verrai pas les résultats de ma réhabilitation. Mon patient va partir, va aller faire son sport par lui-même. Puis bon, souvent, ils vont m'écrire, me dire que ça a bien été, puis tu sais, je vois avec les réseaux sociaux, tu sais, les résultats. Mais de travailler avec une équipe, puis de pouvoir voir la progression de la blessure, de pouvoir voir un athlète qui a été arrêté pendant 1 an parce qu'il s'est fait opérer, puis là, le revoir jouer, le revoir performer, c'est comme du bonbon pour les thérapeutes du sport. Là. C'est la chose la plus gratifiante qu'on peut observer. Ouais.
le flag football. Tantôt, tu m'as mentionné que, t'as arrêté le flag à cause que tu t'es blessé. Oui. La première question qui m'est venue en tête, c'est est-ce que tu aurais été aux championnats mondiaux si t'aurais-tu fait partie de Team Canada? Ben, j'ai fait des essais. J'ai voulu rentrer là-dedans, mais j'ai comme une vie vraiment chargée. Faudrait que je fasse beaucoup d'ajustements là, dans ma vie pour avoir le temps de faire tout ça. Ouais. C'est sûr que, bon, c'est le rêve de plusieurs personnes de faire Team Canada. Puis moi, la première, je pense que depuis que je suis toute jeune, là, je suis ces équipes-là sur l'échelle mondiale, puis tout ça. Puis juste le fait d'avoir été en 2024 en Finlande, puis de voir la compétition, tout ça, ça m'a vraiment intéressée. C'est sûr que, bon, là, avec la blessure, pas que tu te remets un peu en question, mais tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de retourner à ce haut niveau-là. Mm-hmm. Tu sais, veux pas, c'est toutes des filles que j'ai côtoyées, avec qui j'ai joué, puis tu sais, je les adore. Mais là, bon, revenir d'une blessure, ça va me prendre probablement 1 an revenir de cette blessure-là. Je sais pas à quel point je vais faire des changements dans ma vie pour faire toute cette compétition-là, aller jouer à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est encore flou là, dans ma tête ce que je veux faire. Mm-hmm. Ben, c'est bien correct. De toute façon, je parle... Le but aussi, c'est de... c'est d'être... first, d'être en paix avec sa décision. Je pense que c'est le plus important là-dedans. Là. Mais la deuxième, c'est justement, c'est plus toi qui pourrais me le dire, là, mais de revenir en santé, puis pour pas que ça t'affecte dans ton futur. Exactement. Puis ça, on va en parler parce que je trouve ça hyper important parce que, je parle combien de carrières de football ou peu importe le sport, en fait, c'est fini à cause de des blessures puis que ça peut affecter ta Absolument. vie. Donc, j'apprécie énormément que tu aies partagé ça. Le côté... t'es à Edouard Montpetit. Tu travailles beaucoup avec les équipes sportives. Ici, on est un podcast, on parle de foot, je veux qu'on parle de football. Parfait. L'équipe de football à Edouard Montpetit, est-ce que vous avez des stratégies, des façons justement de suivre vos athlètes pour les traitements, les blessures? Pourquoi je te demande ça? Parce que j'ai eu Maxime Lépiné sur le podcast. Puis lui, il me parlait que quand il était au cégep de Garneau, la première chose qu'il a fait en rentrant, il a dit « faut faire un rapport de physio. Faut suivre absolument nos athlètes de A à Z. Ça va nous permettre d'améliorer, on va être capable de voir, first, les blessures qu'on a le plus souvent. On va être capable de voir qui est blessé, qui l'est pas, mais aussi, c'est qu'on va être capable d'ajuster nos entraînements selon ça. » Ouais. Comment, est-ce que vous avez une façon de travailler de cette façon-là? Comment vous le faites? Nous, au début de l'année, c'est sûr qu'on va faire notre formulaire médical. On va aller poser des questions sur leur santé générale. On va faire notre baseline de SCAT qui est comme, dans le fond, pour comprendre comment leur cerveau réagit à la normale au cas où ils font un coup à la tête durant la saison, puis on doit regarder s'il y a une commotion. C'est sûr que eux, pendant l'été, vont s'entraîner. Ils vont aller faire du track, ils vont aller faire leur speed session. Pas tout le monde va s'entraîner ensemble, pas tout le monde va être à Édouard. Fait que c'est un peu dur de les suivre pendant l'été. Par contre, une fois que la saison recommence, nous, on est là, on a des moments en clinique à Édouard pour les athlètes. Fait que c'est sûr qu'on va faire des follow-up. Puis, tu sais, on a eu des opérations, par exemple, pendant l'hiver, pendant le printemps. Bien, c'est sûr que ces athlètes-là, nous, on va tous les évaluer au début de l'année. Ceux qui avaient des problèmes auparavant, on veut savoir comment ça va. Fait qu'on va les revoir avant le camp. Après ça, au début de l'année, le training camp est un moment très décisif pour observer ce qui va et ce qui ne va pas dans l'équipe. Il y a des années où on avait comme 8 gars qui se sont fait une élongation de l'ischio-jambier. Ben, c'est comme une communication à faire avec le préparateur physique pour dire, ben là, ça marche pas, faut qu'on arrange ça. Peu importe, là, des fois, ça va être dans les chevilles, des fois, ça va être les fléchisseurs de la hanche. Mais absolument, faut comme parler avec le préparateur physique pour voir là, ce qui va et ce qui va pas. On fait
pas de test spécifique pour, prédire si un athlète va se blesser. Mais c'est sûr que, on peut voir, eux, ils vont faire des tests physiques, ils vont faire des 40-yard dash. À chaque hiver, ils vont faire leur PR de deadlift, bench, puis de squat. Fait que ça peut nous montrer s'il y a une progression, ça peut nous montrer s'il y a une régression. Fait que c'est un peu comme ça là, qu'on va suivre leur progrès. Ouais. Mettons, si tu avais un conseil à donner pour, mettons, les programmes qui ont un peu moins de... en fait, qui voudraient s'améliorer justement à ce point-là, qui ont peut-être un peu moins, je sais pas, de moyens ou peu importe. Mettons, de la base. Tu arriverais dans un programme où est-ce que, mettons, tu voudrais justement leur aider à monter un peu l'équipe de santé autour de l'équipe. C'est quoi, mettons, la première chose que tu ferais pour te préparer à ça? Tu veux dire pour suivre une équipe? Ouais. Tout ce qui est le côté médical, puis il faut connaître tes athlètes, là, veux pas. C'est une bonne chose d'essayer de les connaître avant le training camp, d'avoir eu une interaction avec eux, d'avoir justement le baseline du scat là, pour savoir comment leur cerveau réagit à quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de plus épeurant quand tu dois aller voir un athlète que tu n'as aucune idée comment lui interagit puis que la communication passe pas. Des fois, dans des événements où tu connais pas les athlètes, tu vas essayer d'aller, trouver une blessure ou quoi que ce soit, puis l'athlète est comme aucunement réceptif à ce que toi tu as à dire, puis tu sais pas l'athlète comment il va réagir. Fait que vraiment, c'est de connaître l'athlète, puis veux pas, ça va aider pour tout le reste de l'année la relation que tu as avec ton athlète. Fait que la base, là, pour moi, ça serait ça. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir un bon fonctionnement de la communication entre le thérapeute et l'athlète, le thérapeute et le coach, préparateur physique. Fait que mettre tous ces outils-là en place avant même que le training camp commence, c'est un plus. Puis toi, tu dois les suivre à l'année, hein, je suppose? Dans le fond, l'été, un peu moins. Ils ont toujours accès à mes coordonnées s'ils ont besoin de quelque chose, là. Mais c'est sûr que la saison d'automne, on est toujours avec eux. La saison d'hiver, ils ont accès à des traitements en clinique à Édouard. Puis là, après ça, l'été, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Mais il y en a là, qui vont continuer à venir me voir là, à la clinique. Il y en a qui vont juste m'écrire, puis on va leur donner des programmes de réhabilitation, puis des choses comme ça. Fait qu'apprendre à connaître ses joueurs, un point très important. Puis si on reste dans le cadre, mettons, d'une année scolaire, fait que mettons l'automne puis l'hiver, de suivre tes athlètes pour apprendre à les connaître. Oui, absolument. T'as eu la fameuse blessure que tu parles depuis tantôt, c'est ton tendon? Oui. OK. Dans le fond, en fait, ça devrait plus être toi qui l'explique. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'était quoi ta blessure? OK. Donc, moi, je jouais au flag football. Puis l'hiver passé, je te dirais que je jouais dans 4 équipes différentes. Aïe, aïe! Puis dans ces temps-là aussi, là, je faisais du kickboxing 3 fois semaine, puis du CrossFit 3-4 fois semaine. Puis je te dis, tu sais, moi, je vais être super honnête, j'étais en surentraînement, j'étais raquée à chaque jour, puis ça allait pas. Mais ça, c'était comme un match de flag très normal où je me sentais fatiguée, mes jambes étaient lourdes, puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire pareil. Puis c'était dans le premier quart. Puis je vais toujours m'en rappeler parce que je me suis appelé mon tracé moi-même. On était en red zone, puis je savais exactement ce qui allait marcher. Puis dans le fond, c'était au flag, on a ce qu'on appelle un out-in-out, qui est comme une triple cote. Puis moi, sur la dernière cote, j'ai vraiment senti là, pas que ça allait exploser, mais c'est comme s'il y avait un crampon qui m'avait pilé sur tout le mollet et qui tenait mon talon au sol pendant que le reste de mon corps bougeait. Fait que je suis tombée au sol et puis en regardant derrière, personne proche. Il y avait personne qui était sur moi, personne qui m'a touchée. Puis j'étais au sol puis je savais absolument là que mon tendon était déchiré. Oh my God! Ouais. Fait que
Parce que, explique, tu sais, mettons le tendon d'Achille, probablement une des pires blessures que tu peux pas avoir. Là. Ouais. Mais dans le fond, ça, c'est le tendon qui est direct accroché à ton talon, c'est ça. Exactement. C'est le tendon qui qui attache le mollet. Ouais, c'est ça. Le mollet, ça paraît peut-être pas, mais il est très important quand tu marches. Tu sais, quand c'est arrivé, j'ai dit à mes coéquipiers, relevez-moi. J'ai voulu essayer de marcher. Puis, il n'y avait rien qui se passait, là, aucunement capable de mettre du poids parce presque qu'il y avait sur. Tension. Exactement. Ah, ouais. Fait que c'est juste pour être sûr, c'est... Absolument. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. On aurait dit un os, là, tellement que c'est dur. C'est dur, c'est super fort. C'est un tendon là, qui a beaucoup de stress dessus. C'est un tendon super important aussi. Fait que, ouais, c'est difficile comme blessure, mais bon, ma réhabilitation va bien. Ouais, c'est ça. En parlant de réhabilitation, avant la réhabilitation, tu sais, dans toutes tes années, mettons que tu as côtoyé des athlètes, tout ça, moi, j'ai eu le médecin des Chiefs de Kansas City, Jean-Philippe Darche, qui est venu sur le podcast, puis j'ai demandé la fameuse question de, c'est quoi en ce moment les blessures les plus fréquentes qu'on va retrouver sur nos athlètes de football? La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit sans hésiter, les blessures du bas du corps. Mm-hmm. J'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, c'était des commentaires à donner là-dessus. Je sais que t'avais dit que t'avais des stats. Je sais pas si t'en as, mais tu m'avais dit ça l'autre jour. Mais les blessures au bas du corps, ça a l'air d'être... c'est sûr qu'avec l'arrivée des turfs, du synthétique, là, ça a vraiment augmenté les incidences de ACL. Pour quelle raison? Mettons, on parle du turf, là. Pour quelle raison, mettons, que toi, tu connais que... veux pas, c'est une meilleure grip. C'est meilleur pour la performance. C'est meilleur pour les changements de direction. Par contre, quand le corps suit pas, ton pied va rester pris là, tu vas changer de direction, puis ton genou va pop, ton genou va faire une entorse, quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que ça l'a augmenté énormément là, les incidences de ACL. Après ça, tout ce qui est élongation, bon, souvent, là, c'est vraiment les ischios parce que c'est un sport d'accélération, de décélération. Les adducteurs, les fléchisseurs dans les changements de direction, dans les cuts. Puis, plus on les fait, plus on est à risque de, l'étirer. Fait que c'est sûr que tout ce qui est élongation aussi, là, c'est des fois difficile à gérer parce qu'un muscle, c'est élastique, ça doit contracter, ça doit allonger. À chaque fois qu'on bouge, il y a l'effet inverse de l'autre côté du corps. Un ligament, c'est là pour solidifier, mais l'élastique, il y a vraiment plus de composantes à regarder là, dans le retour au jeu. Puis souvent, mais c'est comme des faiblesses musculaires qui vont amener à ça. Puis souvent, les ischios sont plus faibles que les quadriceps. Fait que ce qui fait qu'il y a un peu plus d'ischio que de quadriceps. Après ça, je pense que les chevilles, ça fait partie du sport. N'importe quel sport de turf ou à crampons, là, il va avoir des chevilles. Je pense que oui, il y a des manières de les renforcer, mais ça va arriver, là, surtout quand tu as des joueurs qui tombent dans les chevilles. Ouais, non, c'est ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Oui, exactement. Mais il y a une affaire qui est quand même vraiment intéressant, c'est que, tu sais, mettons que là, j'écoute ce que tu me dis, puis maintenant, avec déjà quelques autres invités que j'ai eus ou que d'autres personnes avec qui j'ai parlé à l'extérieur du podcast, l'affaire qui est quand même intéressante, c'est que le football, tu sais, c'est un sport de contact. Puis, tu sais, ça fait, c'est le sport, en fait que on l'associe à ça. Mais si on regarde vraiment ce sport-là, ce que je peux comprendre, c'est qu'en réalité, c'est vraiment c'est un sport de locomotion. C'est un sport de déplacement, en fait. Ouais. Fait que, tu vois, c'est quand même fou que les gars vont plus se blesser, mettons, en sprintant
que, genre, si il se rentre dedans, genre, Ouais. il se plaque. Genre. Puis souvent, tu sais, dès que tu as un changement de direction puis qu'un genou lâche, c'est souvent un ACL déchiré. Souvent, le sans contact va être pire qu'un contact. Parce que quand tu t'apprêtes à recevoir un contact, tu vas protéger ton corps, tu vas contracter tes muscles, tu vas toujours protéger ce contact-là. Fait que c'est sûr qu'une blessure sans contact, ton corps était aucunement prêt à ça. Ça fait du sens. Fait que souvent, c'est là que les ligaments vont déchirer. Ou que les tendons vont déchirer. Aïe, OK, mais c'est vraiment intéressant. Honnêtement, ça fait vraiment du sens. Genre, parce que, tu sais, maintenant que j'y pense, quand tu disais ça, c'est vrai que quand, j'allais pour me plaquer ou me faire plaquer, tu sais, c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, ça devient un automatisme, c'est du muscle memory, fait que comme, t'arrives pour plaquer, c'est vrai que t'es stiff. Exactement. Mais, aïe, c'est quand même fou, man, genre... C'est vrai que, quand je prends le temps d'y penser, le sans-mouvement, là, il y a beaucoup de gars que je connais qui se sont blessés sur, tu sais, du... sans contact, sans contact, exact. J'avais dit sans-mouvement, c'est sans contact, exact. Au moment de la réhabilitation, justement, quand tu arrives pour te blesser, quand tu te blesses ou... C'est quoi que, mettons, l'erreur, numéro 1 que tu vois chez un joueur, un athlète, qui fait au moment de vouloir se réhabiliter? Des fois, le corps va bien aller, mais ne va pas nécessairement être prêt à performer. Fait que la perception de la douleur est vraiment différente chez tout le monde. Puis je te dirais que des fois, après 2-3 jours, la douleur, ça se peut qu'elle soit même plus là, même si, il y a encore de l'enflure ou quoi que ce soit. Puis là, les athlètes, souvent, c'est « il n'y a plus de douleur, je peux jouer ». Par contre, à chaque blessure, puis probablement là, n'importe quelle blessure, n'importe quelle partie du corps, quand tu as une blessure, le cerveau veut protéger cet endroit-là et va aller shut down les muscles autour. Pour essayer de diminuer le mouvement, pour essayer de diminuer les risques que tu utilises cette partie-là. Fait que souvent, tu vas te fouler la cheville, les muscles autour vont arrêter de fonctionner pour que tu restes statique puis que tu te reposes. Si tu reviens au jeu trop tôt, t'as pas la force nécessaire pour tenir ces parties du corps-là. Puis c'est aussi pour ça qu'il faut absolument faire les exercices de réhabilitation. Nous, c'est toujours une blague là, chez les physios, chez les thérapeutes du sport ou quoi que ce soit, mais les patients qui font pas leur exercice vont toujours revenir à ton bureau. Parce que le corps peut pas aller mieux si tu fais pas le renforcement du muscle qui tient cette partie du corps-là. Fait que il faut absolument faire les exercices de renforcement pour aller soutenir cette partie-là le temps que la blessure guérisse. Parce que la blessure, elle guérit pas en 2-3 jours. En 2-3 jours, c'est peut-être la première phase initiale de guérison, mais tu sais, ça peut prendre très longtemps là, pour une blessure à guérir. Fait qu'il faut faire tout ce qui est possible pour soutenir ce processus-là pendant le retour au jeu. Fait que souvent, quand on dit que faut patienter, il faut faire plus de renforcement, si on dit qu'il y a des muscles trop faibles avant le retour au jeu, c'est pour pas remettre l'athlète dans une position où il va se reblesser. OK, je comprends. Mais est-ce que, dans le fond, même pour... T'as pas besoin de te blesser. Mettons, on parle de juste l'athlète, mettons, qui va aller au prochain niveau. Tu sais, tu parlais tantôt, mettons, d'exercices pour justement, mettons, éviter les blessures ou, justement, te réhabiliter pour pas revenir. Ouais. Tu sais, j'ai parlé avec plusieurs joueurs CFL, puis ils m'ont dit que, tu sais, le petit extra work que tu fais, justement, c'est peut-être ces exercices-là aussi que tu peux peut-être glisser, exercices de mobilité ou whatever, qui Absolument. sont tout le temps négligés. Tu sais, je faisais partie de cette gang-là aussi, là. Mais c'est souvent des exercices qui sont plates.
puis qui vont pas nécessairement être le fun. Mhm. Par contre, ben si c'est nécessaire à la stabilité de ton genou, si c'est nécessaire à tes performances, pourquoi tu le ferais pas? Puis c'est ça aussi, je pense, être un athlète de haut niveau, il va falloir que tu fasses le extra work. Il va falloir que tu aies des habitudes de vie qui mènent vers ça. Non, exact, 100%. Surtout si tu veux jouer à ce niveau-là. Puis je le comprends de plus en plus que c'est ça que ça prend. Comme. C'est vraiment intéressant. Ce serait quoi, mettons, les premières étapes quand tu arrives... Ben, en fait, quand tu te blesses, les premières étapes pour la réhabilitation. Je sais là, que ça dépend de la blessure que tu as ou... Il y a plein d'aspects, là, parce que chez chaque personne est différente, whatever. Mais, tu sais, mettons, le premier réflexe ou que la personne devrait avoir, peut-être regarder, parce que, tu sais, honnêtement, on sait pas tout trop quoi faire, là, quand... Ben, dans le fond, tu sais, s'il n'y a pas accès à, un thérapeute, un physio, quoi que ce soit, c'est sûr que les premiers signes, ça va être ta douleur, puis ça va être l'enflure. C'est les premiers signes de l'inflammation. Puis ta douleur, tu sais, au foot, on dit toujours, est-ce que tu es blessé ou est-ce que tu as mal? Ah ouais. Fait que ça, il y a des différences. Mais tu sais, moi, je mets toujours des barèmes, là. Tu sais, si tu es à 1, 2, 3 sur 10, ça me dérange pas tant que ça en tant que thérapeute. Quand tu montes dans le 4, 5, 6, ben là, ça se peut que tu fasses du dommage à ton corps si tu continues de pousser. Après ça, ben 7, 8, 9, ben j'espère que tu joues plus puis que tu prends du repos. Mais après ça, s'il y a de l'enflure, c'est l'indication première qu'il y a un tissu dans ton corps qui est endommagé. Parce que c'est la réaction de guérison. C'est ton corps qui envoie du fluide pour soit aller tuer les bactéries, mais c'est aussi pour amener des sources de nutriments, réparer tous les tissus endommagés avec des nouvelles cellules. Fait que si tu as de l'enflure, il y a quelque chose dans ton corps qui va pas. Je savais pas que... C'est vraiment ça, quand tu enfles, c'est vraiment relié à ça? Ouais. Ah, ouais. C'est ton corps qui va aller guérir un problème. Puis, tu peux enfler à cause d'une infection. C'est ton corps qui essaye de tuer l'infection. Mais, tu te foules la cheville, en 2 minutes, c'est un melon. Clairement, il y a de quoi qui va pas. Donc, après ça, en général, dans les 2 premiers jours, puis là, ça dépend du grade de la blessure, mais il faut vraiment faire attention les 2 premiers jours. C'est comme la partie où, justement, il va y avoir de l'inflammation. L'inflammation, c'est là pour réparer tes tissus, c'est là pour t'amener des nutriments. On va mettre de la glace pour diminuer la douleur. Il y a un gros débat en ce moment là, sur la glace. Est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? Moi, je préfère donner de la glace à mes athlètes que, aller donner des Advil, des Tylenol. Mais choix personnel. Mais c'est sûr que tu ne veux pas mettre de la glace à chaque heure de ta journée parce que si tu arrêtes complètement l'inflammation, tu vas limiter le processus de guérison. Fait que, après ça, c'est sûr que, c'est tough tout seul, là, décider c'est quoi tes prochains steps, mais il va toujours y avoir du renforcement à faire. Faut que tu testes ce que tu es capable de faire avant d'aller 100% dans une pratique. Faut que tu sois capable de faire la base, faut que tu sois capable de tenir en équilibre, faut que tu sois capable de faire plein de petites choses, justement, là, pour retourner au jeu. Fait que après ton 2-3 jours, c'est là que tu peux regarder est-ce que j'ai ma mobilité, est-ce que, flexibilité si c'est un besoin dans ton sport, puis, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis capable de tenir en équilibre, est-ce que je vais être capable de faire ce que j'ai besoin de faire sur un terrain de foot. Fait que nous, souvent, quand on fait une réhabilitation avec un joueur, oui, on va les tester manuellement. Est-ce que tu es fort? Mais après ça, on veut voir, est-ce que tu es capable de sauter? Est-ce que tu es capable de backpedal? Est-ce que tu es capable de faire des cuts? Parce que si tu n'es pas capable, comment tu vas aller courir une route? Non, exact. Fait que il y a plein de petites étapes comme ça, mais je te dirais que c'est pas mal la base.
Tu as parlé de froid, chaud, le fameux débat. C'est quand même drôle que tu me dises ça parce que hier, j'ai entendu que ça a que dans des situations justement d'enflure ou whatever, une des pires choses à faire, c'était de mettre du chaud. Ben, ça va augmenter la circulation sanguine, ça va augmenter l'enflure. Mm-hmm. Là, je disais que l'enflure était nécessaire à la réparation du corps. Ouais. Par contre, l'enflure peut aussi venir amener d'autres problèmes. Fait que si l'enflure est là trop longtemps, si l'enflure veut plus bouger, s'il n'y a plus de place pour le sang de circuler, ben là, on a des complications, des blessures de 2e degré, des trucs comme ça. Fait que on a besoin de l'enflure, mais il faut la contrôler. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, dès qu'il y a de l'enflure, je vais donner de la glace. Je vais pas dire de mettre du chaud. Par contre, après 2 jours, tu veux mettre du chaud, du froid, tu veux faire bouger ton sang, ça, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Puis souvent, ce que je dis sur les articulations, ça va souvent être du froid. Après ça, sur un muscle, ça dépend. Si ça vient d'arriver dans les 2 premiers jours, mettre du froid. Mais après 2 jours, la chaleur va aider la circulation dans le muscle. Ça va aider à relâcher le muscle puis à redevenir élastique. Tu sais, c'est intéressant que tu me dises ça. Moi, dans le fond, j'avais des gros problèmes au pouce, mettons. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, souvent, il me disait, tu sais, fais du froid-chaud. Enfin, mettons, tu fais des contrastes. Exact, tout ça. Ben, tu sais, je le faisais, tu sais. Je sais pas à quel point ça l'aidait vraiment, là. Parce que, je sais pas, des fois, vu que c'est petit, genre, je sais pas, des fois, mentalement, en tout cas, pour moi, j'avais l'impression que c'était moins pire, là. Ouais. Mais est-ce que... Je sais que quand je suivais un peu ce que vous faisiez à Team Québec, là, vous en faisiez, mais pas pour, mettons, les blessures, plus en mode genre post-practice, choses comme ça. Ouais. Tu sais, ça, c'est vraiment la rehab de les training, mettons. bains de glace. Ouais, des choses de même. Ben, dans le fond, le bain de glace, c'est une stratégie de récupération quand tu dois performer plusieurs jours de suite. Fait que ça va diminuer l'inflammation dans ton corps, ça va diminuer les douleurs dans ton corps, ça va te permettre de reprendre tes activités normales le lendemain sans nécessairement percevoir une fatigue. Fait que c'est plus ce côté-là qu'on l'utilisait. Par contre, est-ce qu'on devrait l'utiliser à tous les jours? Je pense pas. Parce que, veux pas, ton bain de glace, il diminue ta circulation sanguine. Tu veux de la circulation sanguine, tu veux des nutriments dans tes muscles, tu veux que tout circule. Fait que moi, mon conseil à mes joueurs, c'était ça doit être 1 fois ou 2 jours. Parce que là, on s'entend que Team Québec, t'es là, c'est intense pendant plusieurs jours. Mais tu sais, une saison normale, 1 fois par semaine, ça pourrait être assez. Ou comme la soirée où t'es vraiment raqué puis que le lendemain, c'est ta pratique contact, ben c'est correct que tu fasses un bain de glace pour bien te sentir le lendemain. Mais c'est pas quelque chose qui devrait être utilisé en off-season. Pour vrai? Parce que dans le fond, tu sais, pendant une saison, tu veux maintenir tes performances, tu veux performer au mieux de toi-même. Fait que tu vas chercher à tout faire pour que ton corps se sente bien. Dans l'off-season, tu cherches à améliorer tes capacités, tu veux prendre de la masse, tu veux développer tes muscles. Puis, pour développer tes muscles, tu vas avoir besoin de l'inflammation après les micro-déchirures. Donc, si tu fais un bain de glace après ton entraînement, est-ce que ton muscle va se développer autant? Peut-être pas. Okay. C'est aussi, en saison régulière, ben, on manque de temps. On manque beaucoup de temps pour récupérer. Dans ton off-season, tu devrais être capable de gérer ton temps, justement, pour aider la récupération, sans nécessairement avoir besoin de faire des bains de glace. Mais ouais, souvent, là, il y a plusieurs recherches là, qui ont regardé ça, mais ça limitait la prise de masse, ça limitait l'augmentation de force, de puissance, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'utilise, mais à petite échelle. Est-ce que, tu sais, là, on parle bain glace, mais tu sais, bain glace, bain froid, on parle, tu sais, dans la même famille, là. Ouais. OK, c'est bon. Parce que, tu vois, là, on parle vraiment en termes de
performance, tu sais, pour performer, pratiquer un sport. Mais mettons, si on le met à la vie de tous les jours, moi, j'en fais pas tous les jours, mais j'adore ça en faire. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui le fait, mettons, à tous les jours, mettons, ça fait partie de sa fameuse, genre, morning routine. Ouais. Tu sais, à quel point les études... En fait, est-ce que ça fait vraiment, genre, une différence? Je suis pas une experte sur le sujet, mais j'en ai souvent entendu parler. Les immersions de bain froid, dans le fond, ont une très bonne réponse sur ton système nerveux. Tu vas limiter ton niveau de stress. Tu vas limiter... Tu sais, c'est comme un moyen de se ressourcer puis de se relaxer. Là, veux pas, ça dépend combien de temps tu restes dedans. Mais c'est très bon là, avec les respirations puis tout ça. Tu es obligé de calmer ton système. Puis c'est comme un exercice actif de relaxation parce que c'est pas la chose la plus... agréable faire un bain de glace, là, mais c'est comme souvent utilisé là, chez certaines personnes pour réguler le système nerveux. Fait que veux pas, des fois, c'est utile dans ce sens-là. Mais ouais. Ah, ouais. Fait que tu vois, peut-être que je vais en faire plus souvent. À essayer. Ouais, exact, à essayer. Tantôt, avant de commencer l'enregistrement, on a jasé un peu justement sur un peu ton rôle, puis qu'est-ce que tu faisais exactement. Puis tu me disais que, dans le fond, un de tes buts, toi, c'était de réhabiliter un athlète pour qu'il revienne le plus rapidement possible sur le terrain, mais en santé. En santé, oui. Exact. Puis en santé, grosse lettre, là, tout très important. Dans la mesure du possible. Exact, dans les mesures du possible. Est-ce que la réhabilitation de cette façon-là peut devenir une opportunité pour aussi peut-être améliorer les performances d'un athlète? Oui, c'est sûr. Dans le fond, il y a toujours des niveaux à aller chercher pour retourner un athlète au jeu. Fait qu'on veut toujours aller chercher un minimum de force, on veut aller chercher une mobilité complète, on veut aller retrouver les mêmes fonctions que l'athlète avait avant. Par contre, si l'athlète est focus à continuer sa réhabilitation, à faire ces exercices-là, les muscles vont devenir encore plus forts, la stabilité encore meilleure. Ça va être aussi agir en tant que prévention pour les futures blessures. Fait que c'est sûr que l'athlète va pouvoir retourner à un niveau qui est supérieur à ce qu'il y avait avant. Mais ça dépend vraiment de comment la réhabilitation est faite. Ouais. Fait que ça prend combien de temps à peu près à revenir d'une blessure? C'est la grande question. Puis c'est jamais... tout le monde est différent. Toutes les parties du corps sont différentes. Tout le monde va réagir à la douleur différemment. Puis les coachs aimeraient qu'on aille la science exacte, mais souvent, on donne comme un range de plusieurs semaines là, parce qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver. Ligamentaire, une cheville peut être vraiment plus facile qu'un genou. Puis là, ça dépend. Est-ce que c'est juste une petite entorse, presque aucune fibre de déchirée, ou c'est une déchirure complète? Ben là, il y a plein de choses à regarder là-dedans. Je te dirais, une cheville peut prendre entre 1 semaine et 3 semaines, dépendamment aussi, est-ce que c'est une cheville latérale ou un high ankle? Un high ankle vraiment plus compliqué. Un genou, une entorse simple pourrait être 1, 2, 3 mois. Après ça, dépendamment, là, si tu te fais opérer, c'est plus 9, 12 mois. Là, fait que plus compliqué. Le musculaire, souvent, on va des fois réussir à les ramener en 2 semaines. Par contre, là, la science dit que ça va prendre à peu près 1 mois pour qu'un muscle redevienne à sa composition normale. Fait que oui, on a des techniques pour ramener les joueurs avant que la blessure soit
complètement guéri. Mais il y a toujours des risques aussi de reblessure. Fait que c'est pas parce qu'on te tape que ça va pas réétirer. C'est pas parce qu'on te tape que ta cheville va pas retourner ou que ça fera pas mal. Fait que c'est sûr qu'il faut comme jouer avec ça. Des fois, on prend des chances, puis on essaye de ramener un athlète, puis il se reblesse, mais c'est comme part of the game. Tout le monde est différent. Puis aussi, c'est, mettons, le corps humain, on est en constante évolution, tu sais. Faut pas oublier qu'on est un animal, genre. Ouais. Fait que, on évolue, puis c'est quand même compliqué aussi de, justement, toute la science du corps humain, puis tout le monde est différent. Fait que, ouais, j'avoue que ça doit être quand même un casse-tête quand t'arrives à jouer là-dedans, là. Ouais. Mais... Nous, quand on a une blessure, on va toujours écrire un petit rapport après une pratique sur, les blessures, puis on envoie comme un email, au coach sur la blessure de l'athlète. Puis on va essayer de donner un timeline, puis ça se peut, le timeline peut être 2 à 4 semaines, puis ça se peut qu'on arrive à la 4e semaine, puis ça soit un autre 4 semaines. Tu sais, c'est jamais là, exact, mais on essaye. Quand je t'écoutais parler, en fait, puis juste en général, j'ai l'impression que on a tendance à, mettons, les blessures de genoux, à rendre ça comme vraiment hyper grave, mettons, à comparer d'autres blessures. Mettons, les chevilles, là, on parlait plus de chevilles et de genoux, là. Est-ce que c'est vrai? 2, est-ce que c'est parce que, mettons, le genou est plus influencé dans certains mouvements ou que la cheville, ou genre parce que, mettons, je sais pas, moi, ton genou supporte plus de poids que ta cheville, ou je sais pas, ou... Y a-t-il un lien avec tout ça? Je connais pas. Oui, c'est sûr que le corps va mettre plus de stress dans le genou que la cheville. C'est comme une région qui est plus large aussi là, que la cheville, fait que la surface va aller absorber beaucoup plus qu'à la cheville. C'est des ligaments qui sont plus longs, plus gros. À la cheville, tu as plein de petits ligaments un peu partout qui vont comme soutenir. Tandis que dans le genou, c'est comme un gros ligament qui va aller de chaque côté, puis 2 à l'intérieur. Fait que c'est des fois plus complexe. Le genou, c'est un grand mouvement de flexion-extension avec un peu de rotation. La cheville, elle a peut-être plus de marge de manœuvre. Elle peut faire des cercles, elle peut faire un peu plein de choses autour, là, mais le genou, une fois qu'il est mis dans une situation où il ne devrait pas aller, ça va déchirer des fois. Puis après ça, une blessure au genou, ça va prendre plus de temps que la cheville. Ça va être aussi... Ça va affecter des muscles plus importants qu'à la cheville. Ça va affecter ton ischio, ça va affecter ton quadriceps, ça va affecter tes mollets. Ta cheville, ça va être les stabilisateurs de la cheville et tes mollets, souvent. Mais le genou, tu perds plus de force, ça va enfler plus. Il y a plein de problèmes plus importants avec le genou. En fait, j'aimerais que tu prennes le temps de... Là, on a parlé beaucoup de blessures, de réhabilitation, de qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, revenir au jeu en santé ou, mettons, prévenir ça. En fait, maintenant, je voudrais qu'on parle de, justement, comment on peut prévenir ça, en fait. Ouais. Vu que là, on a la saison, elle commence, j'aimerais qu'on parle de justement, de la saison. Fait que, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, comme warm-up pour te préparer? Qu'est-ce que... Tu sais, je parle, il y a sûrement des choses qu'on pourrait faire que, mettons, avant la game, mettons, certains exercices, petite mobilité, whatever. Qu'est-ce qu'on... Mettons, pour bien se préparer à notre match qui arrive, à tous les samedis pour les 3 prochains mois. Oui. C'est sûr qu'il y a des petits extra work des fois là, qui vont aider justement là, la préparation à peu importe l'activité physique que tu t'en vas faire. Puis probablement que chaque athlète a un warm-up à faire en équipe. Mais il y a toujours du petit plus qui pourrait aider. Fait que là, tu sais, déjà là, une petite session de foam roller ou, un pistolet à massage pour comme détendre tes muscles. Si ton cerveau perçoit que ton corps fait moins mal, déjà là, tu vas performer mieux.
physiologiquement, il n'y a pas tellement de différence qui a été prouvée entre, bon, le se rouler et pas se rouler. Mais par contre, si ça peut diminuer tes douleurs, ben clairement, tu vas performer mieux. Non, exact, c'est ça. Après ça, côté mobilité, je te dirais qu'au football, c'est des athlètes avec beaucoup de muscles. Plus tu as du muscle, des fois, moins tu as de mobilité. Plus le muscle est fort et tient ton articulation, moins tu vas aller faire certains mouvements. Puis des fois, un manque de mobilité peut amener des blessures. Fait que c'est sûr que, bon, aller faire quelques mobilités, aller en deep squat, des rotations, ouvrir le plus possible ta colonne vertébrale, aller comme... le rôle de la mobilité, là, c'est de faire glisser les articulations une sur l'autre pour pas qu'elles soient jammées. Fait que c'est sûr que ça peut tout à fait aider, là, peu importe l'athlète. Puis finalement, ça serait des petites activations. C'est un peu moins répandu, je pense, mais activer un muscle avant d'aller sur le terrain peut vraiment aider des fois à la prévention de blessures. Puis, bon, on peut, par exemple, regarder là, les muscles qui vont étirer le plus, les ischios, les fléchisseurs, les quads, puis les adducteurs, ben de faire peut-être un exercice pour chaque muscle, activer ces muscles-là, peut des fois diminuer le risque de blessure là, par beaucoup. Puis là, quand on parle d'activation, là, ça peut être comme des isométriques là, où tu vas tenir, par exemple, là, une planche Copenhague pour ton adducteur. Ça peut être avec des petits élastiques que tu vas aller faire des espèces de monster walk pour activer tes fessiers, aider la stabilisation de ton genou. Ça peut être des élévations de la hanche en jambe droite pour activer ton hip flexor. Ça n'a pas besoin d'être une session au gym. C'est juste de réveiller ce muscle-là. Puis la connexion cerveau avec les muscles aide beaucoup. Fait que si tu es fait travailler avant d'aller sur le terrain, bien là, la connexion neuromusculaire passe beaucoup mieux. Effectivement, c'est vrai. Je m'avais fait parler de ça, justement, de la connexion, justement, parce que, les athlètes, mettons, sur un squat, genre, mettons, ça inclut plusieurs muscles, mettons, dans le mouvement, mais comme, des fois, l'être humain va avoir de la misère, mettons, à faire les connexions avec quel muscle engagé, mettons. Là. Fait que, mettons, on va dire, mettons, quand on squatte, on va contracter les abdos, mais qui les contracte vraiment, genre, ou des choses comme ça. Mais non, c'est intéressant que tu me dises ça. Ça veut dire que tu peux, t'assurer que tu fasses passer ton sang bien comme il faut, tu sais, qui ont pas juste, mettons, de taper, des push-ups ou whatever. Avant, non, exactement. C'est pas nécessaire. Faut que ça soit là. spécifique au sport aussi. C'est ça, exact. Mais tu sais, puis aussi, si tu reviens d'une blessure ou si tu as des problèmes dans ton corps, ben occupe-toi-en avant la pratique. Si tu sais très bien que, bon, je sais pas, tu reviens d'une entorse à la cheville puis que ta cheville est instable, ben fais des exercices de stabilité avant la pratique, justement pour que ton corps soit prêt à stabiliser ta cheville. Parce que je te dirais que c'est pas dans tous les warm-up de football qu'il va avoir nécessairement de l'équilibre sur une cheville, mais ça peut pas être mauvais. Si tu as déjà une condition qui fait que tu es à risque, ben fais les choses que tu as besoin pour prévenir tout problème. Non, effectivement. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. En finissant, j'ai une question qui me pop en tête. Moi, dans toute ma carrière de foot, je me suis pas blessé beaucoup. En fait, j'ai vraiment été chanceux. Là. J'ai jamais eu de blessure qui me sortit d'une saison, sortie de game vraiment. Là. J'ai tout joué game en fait. Fait que, est-ce que ça dépend de ton corps ou de la façon comment tu te prépares? Ou, tu sais, tantôt on parlait justement que chaque personne est différente. Il y a probablement des gens qui vont se blesser plus facilement que d'autres ou whatever. Aussi, c'est peut-être aussi dans la façon comment on joue parce que tu me disais qu'il y a aussi le mental quand tu reviens d'une blessure que des fois tu peux peut-être avoir je vais-tu revenir puis je vais-tu atteindre mes capacités puis quand tu commences à hésiter c'est là que tu arrêtes de jouer puis c'est là que tu peux te reblesser fait que bon
est-ce que ça peut être relié à... Je me suis jamais vraiment blessé. Fait que, pour moi, c'est tout du nouveau là, de quoi qu'on parle aujourd'hui. C'est difficile à dire. C'est sûr que, bon, à chaque année, on a comme des athlètes qui sont peut-être plus à risque de se blesser. Puis ça va venir souvent avec la préparation physique. Plus un athlète est fort, plus un athlète est prêt à recevoir du stress sur son corps, plus un athlète va s'adapter au stress, bien, plus il va pouvoir éviter des blessures. Mais après ça, on ne peut pas tout effacer non plus. On essaye de faire de la prévention de blessures, mais il va toujours avoir du contact, il va toujours avoir des imprévus, des blindsides. Peu importe ce qui se passe, là, il va toujours avoir quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais plus la préparation physique est faite sérieusement, plus l'athlète est à l'écoute de son corps. Si on a des athlètes qui vont vraiment être comme « Ah, je suis tendu là aujourd'hui, je vais passer le foam roller. » Ou « Ah, je sens que mes hanches sont tight, ben je vais faire de la mobilité. » Je dis pas que tu as besoin d'une routine de mobilité à chaque jour, mais si tu es capable de percevoir qu'il y a de quoi qui cloche dans ton corps puis de faire quelque chose pour, tu vas souvent prévenir des blessures aussi. Mm-hmm. Après ça, tout le monde est différent. Puis un corps peut changer en 1 an. Je te dirais que moi, j'avais des petites blessures, mais j'ai toujours été capable de jouer. Puis là, en ce moment, c'est la première fois que je dois arrêter toute activité pour comme plus de 6 mois. Là. Un choc, ça. Un gros choc. Ouais. Fait que, tu sais, le corps est en développement aussi, là, dépendamment de l'âge que tu as. Mais, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Fait que c'est dur à prévoir aussi. Après ça, selon la position que tu joues, il va y avoir beaucoup de différences là-dedans. Tout ce qui est receveur et DB vont avoir beaucoup plus de claquage, d'élongation parce que, c'est des hautes vitesses, c'est des sprints, c'est des changements de direction explosifs qu'on ne verra pas chez un O-line. Ouais, exact. Mais, puis là, après ça, ton QB, son épaule, ça doit être comme un épaule développée spécifiquement pour lancer. Clairement, ça ne fonctionne pas comme un épaule de linebacker. Fait que, toutes les positions ont leur propre demande. Puis souvent, c'est des blessures pas propres à ces positions-là, mais tu peux souvent voir des corrélations là, entre les blessures et les positions. Fait que juste à cause de ça, des fois, là, tu peux pas nécessairement prédire tout ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. C'est quand même dur de prédire tout ça. Mais tu sais, si, mettons, on parle de mon cas, parce que c'est ce que je connais, mettons, quand je repense à ça, tu sais, quand tu parlais de « on peut peut-être le prévenir dans la préparation physique. » Puis tu sais, si tu prépares mieux ton corps au stress ou à répondre à certains mouvements ou whatever, ben quand j'y repense, genre, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais vraiment jeune. Vraiment jeune. Fait que, peut-être que c'est lié à ça. Peut-être que vu que je m'entraînais... parce que ma mère s'entraînait dans un gym de CrossFit, fait que j'y allais avec, genre. J'avais genre 12 ans. Ouais. Fait que je faisais des trainings avec eux, puis ça n'avait aucun rapport avec le foot, mais au moins je bougeais, j'avais 12 ans, je m'entraînais. Ouais. Fait que je sais pas, c'est peut-être lié à ça, ou c'est tout le temps bon de s'entraîner de toute façon. Moi, j'ai le goût de dire oui. Des fois, là, les personnes sont comme... ces athlètes-là sont trop jeunes pour s'entraîner ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y a un âge pour s'entraîner. Je pense vraiment que plus tu t'entraînes, plus tu es capable de développer tes attitudes physiques, plus tu vas prévenir les blessures. Puis c'est pas juste de s'entraîner pour, avoir des muscles forts, mais c'est aussi pour que le cerveau comprenne comment le corps bouge. Puis d'où aussi l'aspect de quand tu es jeune, des fois, le multisport est bénéfique, mais tu vas aller faire plein de mouvements différents. Ton cerveau va développer justement ce qu'on appelle la proprioception, qui est la capacité du cerveau à savoir comment tes membres bougent, ton équilibre et tout cet aspect-là du corps. Fait que moi, je pense que les jeunes devraient s'entraîner, là, même si, tu n'aspires pas à
un haut niveau ou quoi que ce soit, tu peux quand même éviter des blessures là, à cause de ça. Puis, tu sais, si tu touches à plusieurs sports, ben, tu peux aussi voir de quelle manière ton corps fonctionne, ce qui va mieux, ce qui va moins bien. Tu sais, tu deviens un peu plus alerte aussi là, à la notion que tu as de ton corps. Fait que, ouais. Puis l'aspect aussi de toucher à plein d'affaires, c'est que ça te permet de... Tu sais, mettons, chaque sport a des façons de bouger différentes. Fait engage des muscles différents. Fait que ça te permet de comprendre... Différents patterns, ouais. Très, très intéressant. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Constance, d'être venue en studio. J'ai appris beaucoup aujourd'hui, honnêtement. C'était très enrichissant. J'ai adoré parler avec toi de ça. Puis ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Puis de toute façon, moi, j'adore partager mes connaissances puis tout ça. Fait que je pense que c'est la meilleure façon aussi là, de prévenir des blessures avec mes athlètes, là, de les éduquer justement sur le corps humain. Fait que... Exact. Très bien dit.